Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3528 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 31 décembre et en ce dernier jour de l'année avec les anniversaires comme d'habitude. Et aujourd'hui les gars, il y a par exemple Calvin Bassett, un défenseur central de l'équipe de Fulham, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple, il y a Ludovic Blas, l'ailier droit du Stade Rennais, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence tout d'abord en Première Ligue avec quelques belles rencontres. Regardez tout d'abord une énorme affiche. Arsenal premier contre Aston Villa qui était troisième de la Première Ligue. Et c'est Arsenal qui s'est imposé 4-1 pour ce dernier match de l'année 2025 pour les Gunners. À noter qu'à la mi-temps il y avait 0-0. Les 5 buts ont été inscrits en deuxième période et ça a été festival. À côté Gunners, ils ont plutôt dominé on va dire en première mi-temps sans concrétiser leur occasion. Et en deuxième mi-temps, ça a été un match à sens unique. Oli Watkins a sauvé l'honneur côté Villa avec un but à la 94e minute du match. Watkins en plus hier c'était son anniversaire, ça a été un petit peu son cadeau. Mais voilà, ça a été quand même une grosse défaite pour son équipe. Donc Gabriel Zubimendi, Trossard et Gabriel Jesus ont été les 4 buteurs différents de l'équipe d'Arsenal. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Génial Arsenal, donc totalement transformé en deuxième mi-temps. Les hommes de Mikel Arteta ont assommé Aston Villa et consolident bien sûr leur première place actuellement du championnat bien sûr de Première Ligue. Toujours sur ce match les gars, on va parler du quatrième et dernier buteur côté Arsenal, c'est Gabriel Jesus. Il a été buteur les gars, donc buteur une minute après son entrée en jeu. Il est entré à la 77e, il a marqué à la 78e. Voilà, il a marqué une minute après. Donc premier but depuis quasiment un an, jour pour jour après sa blessure. Il s'était fait une terrible blessure les gars, regardez, il y a un an. 1er janvier 2025. Le dernier coup il a marqué. Là on va être demandé le 1er janvier 2026. Son dernier but remonte à quasiment un an. Il avait une blessure au ligament croisé. Bon, il a pu rejouer les derniers matchs mais il n'avait pas marqué. Donc là, il a enfin retrouvé, on va dire, le chemin des filets. Donc un chemin long pour revenir sur le terrain après sa grave blessure. Mais il est bien de retour, l'attaquant brésilien. Et il a porté, il a enlevé son maillot, donc il a pris jaune bien sûr. Mais il y avait Benong Jesus. Donc en gros... Pourquoi en gros il a porté ce maillot? Donc il a dit j'ai choisi de porter ce t-shirt car Jésus a sauvé ma vie dès ma naissance. Lors des moments compliqués de ma vie, j'ai réalisé que je n'étais rien sans Jésus. Il y a une grande importance lors de cette période. Je veux donc glorifier son nom lorsque je brille. C'est pour ça qu'il a voulu enlever son maillot et montrer bien sûr ce qu'il avait décrit. Donc l'année dernière, j'avais retrouvé ma confiance, mais le Seigneur m'a stoppé. J'ai pu apprendre de nombreuses choses. C'est magnifique comment Jésus impacte nos vies. On ne sait jamais ce qu'il prépare pour nous. Il faut juste croire en notre chemin et en Jésus. Voilà en gros ce qu'il a pu dire en zone mixte à la fin du match. Donc pourquoi il avait enlevé son maillot pour montrer ce maillot où il y avait bien sûr une signification. Et par exemple Kaka à l'époque aussi avait par exemple le même maillot, avec le même discours. Bref, voilà ce qu'elle va dire un côté Arsenal. Donc soirée parfaite bien sûr, 4-1 contre le troisième. En plus le troisième Aston Villa où ça faisait 11 victoires d'affilée. Ils étaient vraiment ultra forts. Et du coup, fin de la merveilleuse série victorieuse d'Aston Villa, qui était sur 11 victoires d'affilée. Ils avaient battu lors des 2 derniers matchs comme Chelsea et Manchester United, comme l'équipe d'Aston Villa. Mais cette fois-ci, ils perdent face à Arsenal. Ils avaient battu Arsenal dans leur série. C'était lors du match aller en Première Ligue. Et hier, c'était déjà été le match retour qui sont joués en l'espace de un mois, les 2 matchs. Donc voilà, c'est fini pour Aston Villa. Mais bon, ils sont quand même toujours en très grande forme parce que 11 victoires d'affilée, c'est quand même exceptionnel bien sûr pour eux. C'est un record qui date depuis de 111 ans qu'ils ont réalisé sur cette incroyable série. On continue avec d'autres matchs en Première Ligue. Il y avait un Chelsea-Bournemouth, 2-2. Donc Bournemouth menait à 0. Chelsea revenu dans le match à 2-1. Puis Bournemouth a égalisé à 2-2. Donc en gros, les 4 buts ont été inscrits là, en première mi-temps. Par l'état d'Arsenal où 0 but à première mi-temps. Tous les buts ont été inscrits en deuxième. Donc là, tous les buts ont été inscrits dans les 27 premières minutes du match. Après, il n'y a plus eu d'autres buts. À la 27e, Kluivert a égalisé côté Bournemouth. Puis voilà, ça s'est fini à 2-2. Donc Palmer sur penalty, Enzo Fernandez côté Chelsea, Brooks et Kluivert côté Bournemouth. A noter qu'Antoine Semenyo, joueur de Bournemouth, qui a joué ce match, peut-être son dernier match avant de rejoindre Manchester City, il a été décisif avec une passe D. Peut-être le futur Citizen. Concernant toujours ce match, à noter que Chelsea a concédé 2 buts donc, de Brooks et de Kluivert sur des longues touches. Voilà, Chelsea vient d'encaisser 2 buts sur touche longue en 20 minutes face à Bournemouth. Parce qu'ils savent peut-être que Chelsea ils ont peut-être des problèmes sur le secteur aérien. En tout cas, ils ont tapé où ça faisait mal à Bournemouth, des longues touches. Les 2 buts sont venus comme ça, tout simplement pour cette équipe qui a pris comme un point du côté de Chelsea. C'est un bon point pris, bien sûr, pour l'équipe visiteuse. Il y avait une autre belle affiche, Manchester United contre Wolverhampton. On sait que Wolverhampton réalise la pire saison de PL. Elle n'a toujours pas gagné. Ils n'ont pas gagné hier, mais ils ont pris un point. Le dernier point qu'ils ont pris en Première Ligue, les gars, c'était le 5 octobre dernier. 5 octobre. Il y a eu quand même tout le mois d'octobre qui est passé, tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. Et ils ont pris un point, Manchester United. Donc Manchester United à domicile faire un partout contre la lanterne rouge Wolverhampton qui
qui enchaîne défaite sur défaite. Donc c'est un très triste résultat bien sûr pour les Red Devils. Zirkzee a été buteur avant que Grzyb égalise un côté Wolverhampton. Donc voilà, Wolverhampton met fin enfin à leur série de 12 défaites consécutives. Liverpool, Brentford, je ne vais pas tout citer, mais bon, depuis Sunderland, ils ont enchaîné que des défaites. Donc du coup, ils prennent un point. Voilà leur 3e point cette saison en première ligue après, je sais plus, 18 ou 19 matchs joués, donc 3 matchs nuls. Voilà, c'est les seuls points toujours pas gagnés. L'équipe de Wolverhampton, et ils ont quand même pris un point à Manchester United pour vous dire que c'est pas du tout un bon résultat, bien sûr, pour les Red Devils. Les autres résultats hier, donc on peut voir la victoire par exemple d'Everton à Nottingham Forest, victoire 2-0. Le match nul entre West Ham et Brighton, 2 partout. Newcastle est parti s'imposer 3-1 du côté de Burnley. Et sinon les 3 autres matchs, Chelsea, Arsenal, même Manchester. On a parlé bien sûr de ces rencontres. Donc aujourd'hui pas de match, ce mercredi 31 décembre, ça va plutôt rejouer dès demain les gars, le jour de l'an. Et le 1er janvier, ça joue du côté de l'appel, avec à 18h30 demain, Liverpool contre Leeds United, belle affiche, Palace, Fulham, Sunderland, Manchester City et Brentford, Tottenham. Donc il y a des équipes où il y a la pression avec la victoire par exemple d'Arsenal. City 2e, doit absolument s'imposer, surtout qu'Arsenal actuellement, regardez, elles sont premiers, ils vont finir l'année. De toute façon là il n'y a plus de match en première ligue sur cette année 2025, donc ils finissent quand même l'année avec 5 points d'avance sur Manchester City qui est 2e, et City joue demain. Donc voilà, City qui se déplace à Sunderland. Il va falloir gagner pour City pour revenir à 2 points d'Arsenal, parce qu'en cas de mauvais résultat, il pourrait être pour avoir un creux entre Arsenal et City. Donc Aston Villa du coup avec cette défaite reste 3e. Donc Liverpool en cas de victoire demain peut revenir à 4 points d'Aston Villa. Si Liverpool s'impose contre Leeds, ce qu'ils peuvent faire, parce que Liverpool va bien mieux actuellement. Donc voilà, concernant cette première ligue, et Wolverhampton 3 points, ça, ils ont pris leur 3e point du côté de l'appel, mais bon c'est toujours... c'est toujours très menacé pour rejoindre certainement la Championship. On bascule maintenant sur le championnat saoudien. Il n'y a pas d'autres championnats qui ont été joués hier, mais il y avait du championnat saoudien. Et l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser, jouait leur dernier match de cette année 2025 du côté d'Al Ettifaq. Et match nul de partout, les 2 premiers points perdus pour Al Nasser. Pourquoi? Parce qu'ils avaient joué 10 matchs de championnat, 10 victoires. Ils étaient à 30 points pris sur 30 possibles. Premier accro cette saison, bon c'est pas une défaite, c'est un nul. Donc Wijnaldum, qui est un ancien parisien, même ancien joueur de Liverpool, a été double buteur côté Al Ettifaq, et un but de Félix, le meilleur buteur du championnat saoudien, et un but de Cristiano Ronaldo. Voilà, donc voilà, de partout. A noter que le but de CR7, c'est quand même un sacré chanceux. Donc c'est Félix qui est dans la surface, il tire, et c'est le dos de Cristiano Ronaldo. Il ne fait pas exprès, Ronaldo il se retourne pour ne pas prendre le ballon peut-être dans le visage, et ça touche son dos et ça va au fond des filets. Du coup ça compte comme un but de Cristiano Ronaldo. Voilà comment il a marqué en gros son 900, combien il a marqué 957e je crois but en carrière. Voilà. Surtout c'est grâce à Félix qu'il a pu marquer CR7. Et à noter que Cristiano Ronaldo finit cette année 2025 avec 42 buts inscrits. C'est pas mal. Donc la dinguerie, CR7 valide une 14e année civile avec au moins 40 buts inscrits, donc 14 fois lors des 16 dernières années de CR7 où il marque au moins 40 buts sur une année civile. Donc il y a seulement en 2019 où il a marqué 39 buts, il était à un but des 40, et en 2022 où ça a été une année compliquée avec seulement 16 buts. Voilà pour Ronaldo. Après peut-être il n'y a peut-être pas de match à cause du Covid, je ne sais même plus pourquoi il avait marqué si peu CR7, mais en tout cas les autres années c'est à chaque fois au moins 40. Puis les versions Prime, on peut voir en 2012, 2013, 2014, où il atteignait par exemple en 2013 69 buts sur les années, sur une année civile. Il y a noté que Ronaldo, ça c'est un truc qu'il n'aura pas fait sur cette année 2025, il n'aura pas inscrit de triplé. Ronaldo n'a inscrit aucun triplé sur cette année, une première depuis 2009, parce que depuis 2009 il inscrit au moins un triplé, que ça soit avec la sélection ou avec un club, il marque au moins un triplé chaque année. Donc là, il n'en a pas marqué. Donc il a inscrit au moins un triplé par an de 2010 à 2024, 14 ans d'affilée. Là, il n'y aura pas eu de triplé pour CR7 sur cette année 2025. Et toujours avec lui, tiens, à noter qu'hier, parce que l'on est le 31 décembre, mais bon, c'est quasiment pareil. Hier, le 30 décembre, hier, c'était 3 ans jour pour jour que Cristiano Ronaldo avait déjà rejoint l'équipe d'Al Nasser. Déjà 3 ans de CR7 du côté de ce championnat saoudien. Les autres résultats, tiens, hier on peut voir l'équipe d'Al Ahly s'est imposée 2-0 lors de ce match. L'équipe où joue un certain Riyad Mahrez, mais il n'est pas là actuellement, il joue la CAN. En tout cas son équipe a performé. On peut voir sinon les autres résultats, bien sûr il y a eu des matchs également lundi, et il y a des matchs également aujourd'hui, ça joue également. Enfin aujourd'hui du côté du championnat saoudien, Al Ittihad, l'équipe de Benzema, joue du côté de NMC où joue par exemple la Casette. Voilà. Al Hilal, tiens, joue contre Al Khouloud. Et concernant le classement, donc Al Nasser du coup qui a pris un point, donc 31 points, Al Taoud revient à 3 points, et surtout Al Hilal, les gars qui jouent aujourd'hui, Al Hilal qui joue à Al Khouloud, en cas de victoire peut revenir à 2 points, voilà, de l'équipe d'Al Nasser s'il s'impose l'équipe d'Al Hilal. Voilà ce qu'on va dire sur les championnats. Enfin il y a eu seulement le championnat saoudien, le championnat de première ligue qui a été joué hier, et on bascule maintenant sur la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr on ouvre la grosse
page Cannes comme chaque jour. Et c'est parti, on commence avec les 4 rencontres d'hier, les résultats, et on commence avec les matchs, on va dire, tiens, 2 belles affiches. Tout d'abord, le Sénégal jouait contre le Bénin. Bon, le Sénégal sans souci, c'est la grosse cylindrée, bien sûr, le Sénégal. Victoire 3-0, donc Sek a été élu en plus homme du match. Habib Diallo et un but de Ndiaye en toute fin de match. Voilà, victoire 3-0 du Sénégal, un coup dur quand même, parce qu'on peut voir que Koulibaly après rouge, donc du coup s'il prend rouge lors du 3e match de poule, c'est-à-dire que le prochain match il n'est pas là, le prochain match c'est le match élimination directe, c'est 8e de finale, et il sera forfait. Enfin, suspendu plutôt, oui, parce qu'il aurait pu jouer, mais il ne pourra pas jouer parce qu'il a pris rouge. Donc Kalidou Koulibaly est donc suspendu pour le 8e de finale du Sénégal. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour le joueur. Je crois que c'est le capitaine, bien sûr, du Sénégal, et voilà, c'est un taulier en défense. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, en gros, grosse semelle sur le joueur là, du Bénin, grosse semelle sur le tendon d'Achille. Ça fait mal. L'arbitre est parti voir la VAR et ça fait rouge. Bon, un rouge plutôt logique, parce que voilà, ça mérite rouge, la grosse semelle de Koulibaly. Donc, voilà, il sera suspendu. Il pourrait potentiellement peut-être revenir pour le quart de finale. Enfin, je pense qu'il va prendre un match. Voilà, enfin, on espère que pour lui qu'il prendra seulement un match. À noter Mbaye, les gars, donc il a joué la deuxième mi-temps, il est rentré à la mi-temps. Il a fait encore une grosse rentrée. C'est vrai que je me demande comment il fait pour ne pas être titulaire, Mbaye, parce qu'à chaque fois qu'il joue avec le Sénégal, chaque fois il est bon. C'est l'un des meilleurs Sénégalais depuis le début de la CAN par rapport au temps de jeu qu'il a. Donc il a joué 45 minutes et il a provoqué un pénalty en toute fin de match. Bon, c'est pas lui qui l'a marqué, c'est Ndiaye, mais voilà, encore une belle entrée, bien sûr, du joueur parisien. Idrissa Gueye, donc, qui après la victoire du Sénégal contre le Bénin, donc il a dit maintenant tu gagnes, tu restes, bien sûr, mais tu perds, tu rentres chez toi maintenant. Là, tu rentres dans la deuxième phase à chaque fois des grandes compétitions. Il y a les matchs de poule, tout ça. Mais pour moi, vraiment une compétition comme la Ligue des Champions, peu importe, la CAN, la Coupe du Monde, l'Euro, c'est la deuxième partie, bien sûr, où les matchs élimination directe commencent. C'est là où il y a plus de saveur, où c'est là, il faut plus perdre. Voilà, tout simplement parce que sinon tu rentres chez toi, et il le sait bien sûr, Idrissa Gueye. L'autre match en même temps que le Sénégal, c'était entre le Botswana et la RDC. La RDC s'est imposée 3-0 lors de cette rencontre, donc beaucoup de buteurs. Et Kakuta, buteur, à noter Kakuta, les gars ne devaient même pas jouer. Cette CAN, il a remplacé un joueur qui était forfait, je ne me souviens plus du joueur. Mais en tout cas, il a réalisé un énorme match. Et lui, déjà, qui a été élu homme du match. Pourquoi? Parce que doublé, une passe D. C'est lui qui est décisif sur les 3 buts. L'ancien joueur, il a joué dans beaucoup d'équipes. Il a joué à Chelsea, par exemple. Il a même joué à Dijon. Vous savez que, enfin, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis Dijon et je jouais même à Dijon à l'époque. Bon, bref, voilà, en tout cas, je suis content pour lui, vu qu'il a été très bon lors de cette rencontre. Et la belle histoire de Kakuta, parce qu'avant cette CAN, l'attaquant congolais n'avait plus joué pour la sélection depuis octobre 2024. Ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué le moindre match. Il n'était même plus appelé. Et il a été appelé pour remplacer un joueur. Il a joué hier. Puis comme je dis, il a été très bon, décisif sur les 3 buts. Théo Bongonda au micro, bien sûr. Donc on est sur une bonne dynamique. Mais si tu sors en 8e, ça aura servi à pas grand-chose, bien sûr. On reste humble et on continue comme ça. Voilà, parce que maintenant, comme a pu dire Idrissa Gueye juste avant, maintenant si tu perds, c'est fini. C'est pour ça que maintenant c'est une deuxième partie, bien sûr, de CAN qui est maintenant, tu n'as plus droit à l'erreur. Et notez que lors de ce match, on a pu voir le chanteur Gims, qui était présent à Rabat pour supporter bien sûr la RDC, où il est d'origine, bien sûr, donc il était très content, bien sûr, de la victoire et de la qualification de son pays. Et du coup, ce classement final de ce groupe D, donc du coup, ça s'est détaché avec 2 équipes qui ont été au-dessus des autres, donc le Sénégal et la RDC, donc 2 victoires et un nul, donc le nul ça a été l'une contre elles, elles ont fait un partout, donc du coup, ça s'est joué à la différence de but par rapport à qui finit premier et deuxième, donc le Sénégal, du coup, finit en tête avec plus 6 en différence de but et plus 4 pour la RDC. Donc le Bénin 3e, mais avec 3 points, les gars, ça passe pour le Bénin qui finit parmi les meilleurs 3e. Voilà, donc parfait pour eux. Donc il y a seulement le Botswana, 3 matchs, 3 victoires, 0 but inscrit, 7 buts concédés, où c'est fini bien sûr pour l'équipe du Botswana. Les 2 autres matchs à parler d'hier, donc l'Ouganda contre le Nigeria. Le Nigeria, victoire 3-1. Donc Oni Yedika a été double buteur, c'est lui qui a été élu homme du match, j'ai pu voir. Bon, c'était compliqué bien sûr pour l'Ouganda. Donc côté Nigeria, les gars, c'est 3 matchs, 3 victoires. Voilà, donc 8 buts marqués, 4 buts concédés. Elles ont quand même pris quelques buts, quand même 4, c'est quand même beaucoup. Bon, ils en ont marqué 8. Bon, ils finissent la phase de poule avec 9 points pris sur 9 possibles. Ils finissent bien sûr en tête de leur poule. Et le côté Ouganda, regardez, Magola a pris un carton rouge, donc c'est le gardien le problème. Donc genre, regardez ce qu'il fait, bon, il touche le ballon de la main, il est totalement plus du tout dans sa surface. Si t'es plus dans ta surface, t'as pas le droit de toucher le ballon de la main, même si t'es gardien de but. Donc carton rouge bien sûr direct. Mais il avait déjà remplacé le gardien
parce qu'il y a un gardien numéro 1 qui a commencé titulaire, il est sorti blessé, donc lui il l'a remplacé, il est entré en jeu, il a fait ça juste après, du coup c'est le troisième gardien qui a dû finir le match du côté du Ouganda, donc voilà, c'est fou, donc on va donc voir le troisième gardien jouer les dernières minutes tout simplement de cette rencontre. Et il y avait également la Tanzanie contre la Tunisie, score final 1 partout, on peut voir les deux buteurs Saloum et Ismaël Garbi, tiens, l'ancien joueur par exemple du PSG, Garbi, buteur sur penalty. En parlant d'Ismaël Garbi, c'est lui qui a été élu homme du match lors de cette rencontre face à la Tanzanie. Il a marqué son deuxième but sous les couleurs de la Tunisie, pas sur cette CAN. Là, c'est son premier but avec la Tunisie en CAN. Il a déjà marqué un but lors d'une sélection bien sûr précédente, donc c'est son deuxième but sous les couleurs tunisiennes. Et Ismaël Garbi, les gars, donc on est prêt pour affronter le Mali, parce que si on sait déjà l'affiche, je vais vous montrer potentiellement déjà les huitièmes de finale, et il y aura déjà, c'est officiel, un Tunisie-Mali. Il est prêt bien sûr pour affronter le Mali pour le huitième de finale. Du coup, ce classement de ce groupe C, donc le Nigeria, 3 matchs, 3 victoires et bien sûr en tête, 9 points. Donc la Tunisie finit deuxième sans briller. La Tunisie avec une victoire, un nul et une défaite. Donc le Nigeria, donc 4 points, donc la Tunisie ça passe. La Tanzanie, troisième, 2 points. Et ça passe 2 points. Ils finissent parmi les meilleurs troisièmes, la Tanzanie. Ils jouent contre le Maroc. Ça sera dur pour eux, mais en tout cas ils se qualifient pour les huitièmes. Donc la Tanzanie se qualifie en phase d'élimination directe de la CAN avec seulement 2 points, une première historique. Voilà. C'est vrai qu'hier on parlait, je ne sais plus, d'une sélection qui avait seulement 2 points, c'est pas passé, mais après ça se joue aux différences de but, tout ça. Et en tout cas pour la Tanzanie ça passe. On a 2 points. Différence de but de 1, voilà, donc ça passe. Voilà, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Bon, ça sera le Maroc, un pays organisateur pour eux, pour les huitièmes de finale. Du coup, on connaît, ça y est, les 16 équipes qualifiées. Pourtant, il reste encore des matchs aujourd'hui. Il reste encore un gros programme, encore 4 rencontres, mais on connaît toutes les équipes qualifiées, peu importe les résultats de ce soir. Donc, quasiment tous les gros sont là. Voilà, on va pas citer toutes les équipes, vous les voyez bien sûr, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire, même le Cameroun, ils sont tous présents bien sûr pour les huitièmes de finale. Du coup, les équipes éliminées, parce que voilà, il y en a, c'est fini. Angola, Zambie, Gabon, Guinée équatoriale, Comores, Zimbabwe, Ouganda, Botswana, c'est fini. Ils sont éliminés officiellement de cette Coupe d'Afrique de la Nation. À noter qu'il y a des équipes qui doivent encore jouer aujourd'hui. Tiens, le Gabon par exemple joue tout à l'heure, mais c'est fini. Mais peu importe le résultat qu'ils feront, ils seront éliminés. Du coup, on connaît quelques affiches, voilà, pour les huitièmes de finale. On va regarder ça de près. Tout d'abord, on aura le droit, l'affiche peut-être la plus belle, l'Algérie contre la RDC. Donc l'Algérie qui est sûre de finir en tête. Ce soir, ils jouent l'Algérie leur dernier match. Même s'ils perdent ce soir, ils seront premiers. Donc ils jouent en gros contre le deuxième du groupe du Sénégal, la RDC. Et du coup, le Sénégal a fini en tête. Et du coup, la RDC, à différence de but, du coup, ça sera un Algérie-RDC. Gros match, bien sûr. Il y a noté que le Sénégal a bien fait d'éviter l'Algérie en huitième, parce que si la RDC aurait fini premier, le Sénégal deuxième, ça aurait été un Algérie-Sénégal tout simplement en huitième de finale. Et pourquoi le Sénégal a bien fait d'éviter l'Algérie? Parce que les Algériens sont à l'origine de leurs 3 dernières défaites à la CAN. Voilà. Les 3 derniers, Sénégal-Algérie, à chaque fois l'Algérie s'est imposée contre le Sénégal. Donc voilà, en tout cas, ces deux équipes-là ne s'affronteront pas, on va dire, pour les huitièmes. Elles peuvent s'affronter peut-être un peu plus tard dans le tournoi, si elles passent. Un autre match, les gars, donc ça sera un Égypte-Bénin. Voilà, pour notre huitième de finale. On peut avoir également un Mali-Tunisie, on a un peu parlé tout à l'heure où Ismaël Garbi a dit on est prêt pour affronter le Mali. Aussi une belle affiche bien sûr entre ces deux formations. À noter, on se souvient de ce match lors de la dernière CAN, plus c'était ici, ça devait être la dernière CAN, où l'arbitre, on se souvient, c'était lors d'un Tunisie-Mali, les gars, 85e, il sifflait la fin du match, 85e minute. N'oubliez pas les gars que le match de foot, c'est 2 fois 45 avec du temps additionnel. Là il y a eu même des changements, tout ça, la 85e, il avait arrêté le match. Donc de nouveau, on va revoir ce Tunisie-Mali. Bon, ça ne sera pas le même arbitre, et tant mieux. Et côté malien, Yves Bissouma, après la qualif du Mali en 8e, et du coup ils affronteront la Tunisie, il a dit. On va avancer petit à petit jusqu'à la finale. On s'est donné rendez-vous le 18 janvier prochain, donc date de la grande finale bien sûr. Et le 18, on sera là pour la finale. Bon, on verra. Tout d'abord, il faudra déjà éliminer bien sûr l'équipe de la Tunisie en 8e. Un autre match, j'en ai peu parlé juste avant, donc le Maroc contre la Tanzanie. Voilà, Maroc qui a fini premier, Tanzanie troisième, en plus avec seulement 2 points. C'est plutôt un bon tirage pour le Maroc. Après, ça reste bien sûr un match élimination directe. On sait que tout peut arriver. Et sinon, les autres résultats, parce que malgré, même si on connaît bien sûr toutes les équipes qualifiées, il reste encore ce soir à définir avec bien sûr les matchs. Guinée équatoriale, Algérie, Soudan, Burkina Faso, 17h, et Gabon, Côte d'Ivoire et Mozambique, Cameroun qui finira en tête et qui finira deuxième. Donc, même si l'Algérie est sûre de finir en tête, on verra.
Ça sera qui, par exemple, dans ce groupe-là qui peut finir deuxième et voire peut-être troisième par rapport au meilleur troisième. Donc c'est pour ça on connaît déjà des affiches, celles que j'ai dit avant, par exemple avec Mali-Tunisie, avec le Égypte-Bénin, avec le Maroc-Tunisie et l'Algérie-RDC. Mais les autres matchs, on ne sait pas encore. Sénégal joue contre le troisième du groupe. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qui c'est. On le saura ce soir, bien sûr. Donc l'Afrique du Sud sera dans cette partie-là, le Nigeria aussi. Donc par exemple, on peut voir potentiellement peut-être qu'il y a un Maroc-Algérie en demi-finale, si les deux arrivent à se qualifier jusqu'au bout. Donc l'Algérie ou la RDC peuvent potentiellement affronter le Nigeria en quart de finale. Le Mali ou la Tunisie peuvent potentiellement affronter le Sénégal en quart de finale. Voilà. On peut voir chaque partie tout simplement du tableau. Donc concernant les matchs, on va parler là juste avant. Tiens, par exemple le Gabon qui joue ce soir contre la Côte d'Ivoire. Le Gabon c'est fini, ils sont éliminés. Et à noter que Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant gabonais, il rentre à Marseille. Les gars, il ne jouera pas ce match ce soir, déjà éliminé de la CAN 2025, même s'il reste encore un match. Donc il est forfait pour le prochain match. En gros, il a une douleur à la cuisse, entre guillemets. C'est tout simplement qu'il s'est mis d'accord, je pense, avec sa sélection pour dire voilà, c'est fini. De toute façon, peu importe le résultat, on est éliminé. Donc du coup, voilà, il s'est mis d'accord pour rentrer à Marseille pour préparer bien sûr la deuxième partie de saison du côté de son club. Olivier Kemen, donc concernant un possible statut de favori du Cameroun à la CAN, donc il a dit voilà, laissez-nous tranquille, mettez les favoris, mais voilà, laissez-nous faire notre CAN tout simplement. Il ne veut pas être dans ce pot des favoris tout simplement. Voilà, Olivier Kemen. A noter aussi que Wilson Chisala, donc c'est ce joueur-là, donc c'est un joueur de la Zambie. N'oubliez pas qu'avant-hier, il y a eu un Zambie-Maroc, 3-0 pour le Maroc, bien sûr. Et donc il change de discours après le match face au Maroc. Donc le Maroc est une meilleure équipe et il joue un bon football. C'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Mais avant le match contre le Maroc, vous avez perdu 3-0. Il ne disait pas la même chose. Pour rappel, le joueur de la Zambie avait jugé le Maroc comme une équipe surestimée avant la rencontre. Il avait dit son surcoté. Voilà, on parle beaucoup d'eux, mais ils ne veulent pas grand-chose parce que surcoté, ça veut dire ça en gros. Bon, il a changé de discours bien sûr après la défaite 3-0 de son équipe. Et toujours tiens avec le Maroc, Walid Regragui, tiens, on a senti une union avec les supporters marocains contre la Zambie. On a joué à 12, 11 plus le public. On sent tout le pays derrière nous. Ils ont crié et chanté depuis la première minute. C'est un match référence en termes d'union. Mais désormais, chaque rencontre sera une finale. Le Marocain est naturellement émotif. Il a besoin de confiance. Après le nul contre le Mali, il y avait de la frustration. Nous voulons rendre les supporters heureux. Les joueurs veulent cette coupe. Si nous faisons l'union sacrée, Dieu nous aidera. Voilà, donc ça passe déjà par le match dimanche. Là, ce sera dimanche pour le Maroc contre la Tanzanie. Voilà, pour déjà passer les huitièmes et essayer de viser déjà les quarts de finale, y aller bien sûr étape par étape. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la CAN. On en parle chaque jour, à peu près une quinzaine de minutes. On a fait le tour, on en reparlera demain et là demain on connaîtra toutes les affiches tout simplement des huitièmes de finale parce qu'il reste encore quelques rencontres ce soir. On continue avec toute autre chose. Tiens, on va parler de la Coupe du Monde, l'autre grand événement pour les pays là dans quelques mois. Et voici à quoi devrait ressembler le maillot de domicile du Brésil. Le Brésil, c'est toujours une équipe très attendue parce que c'est l'équipe qui a le plus de Coupes du Monde gagnées, bien sûr. Donc voilà, ça devrait être bien sûr un maillot de couleur jaune, le maillot de domicile. Et il devrait être comme ça, le maillot du Brésil. Voilà, qui devrait sortir très prochainement, bien sûr, avec leur sponsor Nike. On continue, on va parler du Real Madrid. Et à noter que l'entraînement du Real Madrid était ouvert au public, donc c'était hier matin, c'était pas ce matin, la mercredi, plutôt hier matin. Donc il y a beaucoup de supporters qui étaient présents, parce que c'est rare, parce que souvent les grands clubs font des entraînements, mais à huis clos, bien sûr. Mais voilà, souvent, chaque année, on va dire, le Barça, ça a été lundi, le Real, ça a été par exemple hier. Mardi, ils ouvrent aux supporters pour qu'ils puissent assister au moins un entraînement dans l'année ouvert au public. Donc c'était hier. Donc voilà, il y avait beaucoup de monde pour suivre les joueurs du Real. Tiens, en parlant d'un ex-joueur du Real Madrid, Endrick. Donc Endrick devrait faire ses débuts avec Lyon contre Lille en Coupe de France le 11 janvier prochain. Donc notez qu'il joue déjà Lyon là, il joue samedi, le 3, donc là dans quelques jours. Il joue contre Monaco. On ne sait pas s'il sera là, il vient à peine d'arriver. Il a déjà commencé l'entraînement, c'est avant-hier, un lundi. Il a déjà participé à 2 séances d'entraînement, c'est-à-dire avant-hier. Aujourd'hui, de nouveau, il sera l'entraînement. Après, est-ce qu'il sera dans le groupe pour le match de samedi? J'en sais rien. C'est Paulo Fonseca qui décidera. Il y a de fortes chances de le voir. Là, c'est sûr et certain, le 11 janvier prochain, en Coupe de France contre Lille. On continue avec Inaki Williams qui exprime son mécontentement face à l'organisation de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Parce que là, par exemple, le Barça joue, pareil, samedi, c'est le derby. L'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. Et dès mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour, mercredi prochain, le Barça joue contre Bilbao, l'équipe des deux frères Williams. Et Inaki l'a dit, pour moi, jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, c'est de la merde. Ce qu'il a pu dire, parce que pour lui, c'est pourquoi ne pas la jouer en Espagne? C'est simple, tout le monde le sait. Pourquoi elle se joue en Arabie Saoudite? Parce que
l'Arabie Saoudite paye beaucoup d'argent pour que les grands clubs espagnols comme le Barça, le Real, l'Atlético et Bilbao, les 4 équipes là qui vont jouer cette compète, se déplacent là-bas pour aller jouer des matchs. Donc voilà, lui il aurait préféré bien sûr que ça se joue en Espagne. On continue avec le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé sera mis à l'honneur lors du Nouvel An sur les Champs-Élysées. Donc ce soir, vous savez qu'on bascule sur la nouvelle année, enfin demain 2026, et ce soir sur les Champs-Élysées où il y aura beaucoup de monde, les champs seront interdits aux voitures, donc il y aura beaucoup de monde comme chaque fin d'année, et le réveillon de 31 décembre aura bien lieu sur les Champs-Élysées avec plusieurs clins d'œil au football parisien par rapport à cette année 2025 qui a été incroyable bien sûr pour le PSG. Donc des références à l'année historique réalisée par le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions pour la première fois, un hommage également à Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, et aussi une référence au double derby entre le PSG et le Paris FC, là dans quelques jours, le 4 janvier en championnat et le 12 janvier prochain en Coupe de France. Donc voilà, il y aura pas mal de choses. Je ne sais pas comment ça va être organisé, j'en sais rien, mais il doit y avoir quelques trucs en gros à l'honneur du football parisien, bien sûr, sur les Champs-Élysées. On continue les gars avec Denis Suarez. Donc c'est lui, Denis Suarez, c'est un ex-joueur du Barça. Explique le départ de Neymar au PSG et le Sequeda de Gérard Piqué. Souvenez-vous, Gérard Piqué avec Neymar, il a mis marqué Sequeda, une photo qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. Donc il a dit même avec la photo du Sequeda, nous savions déjà qu'il n'allait pas rester. Et il l'a sorti, mais tout le monde, même Piqué quand il a sorti le Sequeda avec Neymar, il savait qu'il allait partir au Paris Saint-Germain. Donc là on remonte à 2017 bien sûr. Donc ce départ nous a pris par surprise, mais il y a tout de même eu un moment où nous savions qu'il allait partir bien sûr. Où c'était le plus gros transfert de l'histoire du football, toujours à l'heure actuelle, 222 millions d'euros, le montant le plus cher pour un joueur de football. On a commencé à dire à Piqué qu'il n'avait pas les couilles en gros de publier la photo, et il l'a publié. Il a dit vous croyez que je vais pas la mettre, c'est Sequeda, tiens je la mets, alors qu'il savait très bien qu'il allait partir. Mais en réalité Neymar était pratiquement parti à ce moment-là. Il y avait des coéquipiers proches de lui qui ont tenté de le convaincre, Neymar, de lui dire que c'était mieux pour lui de rester au Barça, tout ça. Après Neymar, voilà, au PSG, tout ça, on sait ce qui s'est passé. Et je considère aussi que cela aurait été mieux pour lui de rester, car il aurait pu faire quelque chose de très grand. Il serait rapidement devenu le numéro 1 au Barça en gagnant tout ce qu'il voulait gagner. Après, l'histoire a été différente avec le transfert de Neymar du côté du PSG en 2017. On continue, on va parler d'Ansu Fati. On sait que Fati est prêté là, pour une saison du côté de Monaco. L'investissement quotidien d'Ansu Fati lui est reproché du côté de Monaco, quand Mohamed Salisu, donc le capitaine ghanéen de l'équipe de Monaco, a pointé du doigt ceux qui ne défendaient pas face à Bodo Glimt. C'était il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Et elle faisait aussi référence à Fati. Il n'a pas dit exprès les joueurs, mais il a dit il y a des joueurs en gros qui défendent pas assez, tout ça. Et seul mentionné, il pointait en gros du doigt tout simplement Ansu Fati. En gros, son degré d'implication interroge. Voilà, on a l'impression que il vient, mais il ne donne pas assez de ce qu'il devrait donner tout simplement Ansu Fati. C'est pour ça que Monaco est très déçu quand même pour l'instant du prêt d'Ansu Fati. C'était Romain Molina qui l'avait dit il y a quelques jours que Monaco ne voudrait pas conserver tout simplement le joueur actuellement prêté par le FC Barcelone. On va parler de Liverpool, donc il vire Aaron Briggs. Donc, qui est cette personne? C'est pas un joueur bien sûr, sinon on l'aurait connu, mais c'est le responsable des coups de pied arrêtés. C'est fini pour lui. Pourquoi? Liverpool a encaissé 12 buts consécutifs à des coups de pied arrêtés cette saison, plus que n'importe quelle équipe du haut de tableau. Voilà, du côté de l'appel, c'est beaucoup trop. On sait qu'il y a des équipes qui excellent dans les coups de pied arrêtés, par exemple Arsenal, mais il y a des équipes qui prennent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, des corners, des coups francs, tout ça. Et lui, c'est le responsable des coups de pied arrêtés à Liverpool, c'est fini. Il y a trop de buts qui ont été concédés. Ils vont essayer de prendre quelqu'un d'autre pour essayer de rectifier, on va dire, cette stat pas terrible. On va parler d'Antoine Semenyo. On a parlé un peu tout à l'heure où il était passeur D, peut-être pour l'un de ses derniers matchs avec Bournemouth. C'était hier soir face à Chelsea. Il est tout proche de signer à Manchester City. On sait, il va signer à City, les gars. C'est sûr à 99% qu'il va rejoindre City. N'oubliez pas que l'ouverture du mercato, tiens, ça aussi il faut le dire les gars, c'est ce soir minuit. Donc tout va s'accélérer bien sûr. Donc les négociations entre Manchester City et Bournemouth entrent en phase finale. Voilà, donc peut-être demain ça pourrait être officiel dès le premier jour de l'année 2026 bien sûr. On parle d'un transfert qui pourrait monter à 75 millions d'euros. Le Fenerbahçe a fait une offre pour Christopher Nkunku, donc joueur de l'AC Milan. Le club turc a proposé 40 millions d'euros, bonus inclus à l'AC Milan pour l'international français. Voilà, on verra maintenant ce que va décider les Milan, même si je pense que Milan va vouloir conserver bien sûr Nkunku qui a été double buteur dimanche dernier avec son club. Oscar Bob se dirige vers le Borussia Dortmund. Donc Oscar Bob, où il joue à Manchester City. C'est un ailier. On sait qu'il y a Semenyo qui arrive, donc Semenyo va arriver. Du coup, Oscar Bob aura un bon de sortie pour partir. En gros, l'international norvégien devrait être prêté par Manchester City au Borussia Dortmund avec une option d'achat fixée à 35 millions d'euros. Ça aussi, ça devrait se faire.
Là, dès le début de l'année prochaine. Ibrahim Sissoko devrait rejoindre le FC Nantes. Donc les Canaries ont trouvé un accord avec Bochum pour un transfert autour de 2 millions d'euros concernant ce joueur malien. Donc Sissoko est actuellement à la canne avec le Mali. Il va jouer là dans quelques jours contre la Tunisie, bien sûr, son 8e de finale. Et dès que, on espère pour lui le plus tard possible, bien sûr, et dès que ça sera fini pour lui la CAN, il viendra, mais pas à Bochum, mais il partira du côté du FC Nantes. Bon, c'est pas encore officiel, mais il devrait s'engager là très prochainement. Et notez que Nantes, les gars, est très actif. Ils ont déjà fait des matchs à dos. Ça, c'est déjà officiel, l'arrivée en provenance de Lens. Donc Sissoko, on a parlé, qui est très proche d'arriver. Cabella aussi, un joueur de l'Olympiakos qui est très proche également d'être prêté par l'Olympiakos à Nantes là, pour les 6 prochains mois. Et Zakaria Aboukal qu'on parlait hier, un joueur du Torino, ancien joueur de Toulouse. Et il a donné son accord pour rejoindre le FC Nantes parce qu'en gros, Torino voulait bien le prêter, Nantes le voulait. Il suffisait encore que le joueur dise oui et le joueur a donné son oui. Donc on pense que ça va se faire. Donc voilà, Nantes est très actif sur ce début du mercato, même s'il n'est toujours pas ouvert officiellement. Et ils ont déjà fait un transfert officiel et c'est pour enchaîner avec 3 autres renforts là très prochainement. On va parler de l'Olympique Lyonnais. S'intéresse à Manuel Ugarte, ancien joueur du PSG. Maintenant, il est à Manchester United. Et il pourrait faire son grand retour en Ligue 1. Voilà. Le club envisage un prêt sans option d'achat pour renforcer l'entrejeu. Pourquoi pas un retour d'Ugarte du côté du championnat français. Crystal Palace, ils ont trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert de Brennan Johnson. Donc, joueur de Tottenham qui devrait filer à Palace. Donc, le montant est proche de 40 millions d'euros. Mais le joueur n'a pas encore pris sa décision. Donc, le joueur aussi devra trancher s'il accepte de quitter Tottenham pour rejoindre Palace. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est redescendre en carrière de quitter Tottenham pour Palace. Pas sûr. Quand tu vois le niveau de Tottenham et une belle équipe comme Palace, c'est que Palace pour moi est peut-être même meilleur que Tottenham. Et on finit aujourd'hui les gars avec cette info. Donc dans le rouge financièrement, Elton, donc c'est un attaquant brésilien, a dû vendre son trophée de meilleur buteur de Bundesliga. Il avait fini meilleur buteur du championnat allemand en 2003-2004. Et en gros, il avait des gros problèmes financiers. Et du coup, il avait remporté ce magnifique trophée, on va dire, de meilleur buteur. Il a dû le vendre avant de le racheter 18 ans plus tard. Donc Annex Agent a essayé de le vendre sans mon accord, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai attendu le bon moment pour le ramener à la maison. Et il représente énormément pour moi. Je ne m'en séparerai plus, a-t-il expliqué. Donc en 2004, le Werder de Brême avait remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne grâce à Elton. 28 buts en Bundesliga quand même. Et encore Mikou. Dites-vous que le Brésil avait tellement d'attaquants de classe mondiale à cette époque qu'il n'a jamais été appelé avec la Seleção, alors qu'il avait marqué quand même 28 buts en Bundesliga. Et voilà, dans les années 2002, 2003, 2004, tu avais du Ronaldo R9, tu avais tellement de grands joueurs en attaque, bien sûr, du côté du Brésil, qu'il n'était même pas appelé alors qu'il était exceptionnel. Donc voilà, il a dû vendre quand même son trophée parce qu'il y a de gros problèmes d'argent, mais il a pu le racheter parce qu'on peut voir que ça a été mieux pour lui. Et tant mieux. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. C'était la dernière info d'un Zap Image sur cette année, bien sûr, 2025. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, les gars. C'est qu'on bascule sur la nouvelle année demain. Et on se retrouve, parce que demain, vous savez qu'il y a des choses à dire. Bien évidemment, il y aura des rencontres, des résultats à parler avec le programme du jour. Allez, moi, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin d'année. Et à demain.